grand merci Alexandre pour cette invitation. Alors effectivement, un grand sujet que j'ai articulé sur un plan qui va aborder différents chapitres. D'abord, on va parler de généralité sur le cancer d'un point de vue psycho-oncologique. On va poursuivre des réflexions sur les étiologies du cancer d'un point de vue psychique, les spécificités du cancer du sein et du sein, sur la sexualité, les enfants, et finalement, quand adresser aux spécialistes. Alors, pour la petite histoire, moi, si je suis devenu psychiatre, c'est grâce à l'oncologie, parce que ça fait partie de mes rotations quand j'étais en médecine interne, je voulais devenir généraliste. Et puis, de faire de l'oncologie, ça m'a vraiment assez interpellé, parce que autant des infarctus, des embolies pulmonaires, il y a une dynamique qui tourne autour de la maladie, mais il y a un vécu du patient que je trouvais beaucoup plus homogène que ce qui concernait les patients qui avaient un cancer, en termes d'explication d'où venait leur maladie, de responsabilité, de culpabilité, d'idées associées à ça et d'une variabilité par rapport au traitement. Parce que c'est vrai que les traitements oncologiques, ce sont quand même les traitements les plus longs et les plus lents de la médecine. C'est beaucoup plus intensif qu'une greffe de cœur, si on regarde au niveau de l'impact que ça génère. Et il y a des données, par exemple, comme l'infarctus du myocarde, qui a une mortalité qui est globalement supérieure au diagnostic de cancer, aussi une récidive d'infarctus, mais pourtant la charge émotionnelle va être beaucoup plus forte par rapport au cancer de manière générale. Il y a une étude qui avait été faite, ça date déjà bientôt d'une vingtaine d'années, qui avait été faite sur 4000 personnes françaises qui avaient été interrogées sur le cancer, et notamment, je m'excuse, c'est tout petit, sur les origines des causes possibles du cancer. Puis vous voyez que on a en violet foncé certainement et en violet clair probablement, mais que subir le stress de la vie moderne, on est presque à 70%. Avoir été fragilisé par des expériences douloureuses, on est environ à 60%. Être devenu aigri à cause de déceptions affectives ou professionnelles, 17% certainement, 33% probablement, et ne pas arriver à exprimer ses émotions, on est environ dans 13 à 40%. Le cancer n'est effectivement pas une maladie comme les autres. Moi, je considère, et j'en parle quasiment chaque fois au premier rendez-vous avec les patients, que ce cancer, c'est une double peine. Il y a la peine de la maladie en elle-même, ce que l'on doit gérer dans son corps, des traitements qui sont lourds, qui sont longs, mais il y a aussi une peine qui se fait sur l'impact sur l'entourage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique par rapport au cancer, beaucoup plus par exemple qu'un diabète, qui aura beaucoup moins d'impact sur l'entourage. Et puis, ça génère une dynamique où les personnes peinent globalement à communiquer avec leur entourage. Parce que quand on sent qu'on a une maladie et qu'on voit que ça affecte les gens autour de soi, que ça les affecte d'une manière qui est bienveillante ou égoïste. Parce qu'en fait, cancer, surtout les cancers pour lesquels on n'a pas de cause identifiable. Le copain qui est alcoolo-tabagique, qui fait son cancer de l'ORL, il y a une petite partie de nous qui se rassure si on ne fume pas, qu'on ne boit pas trop, de se dire ça ne me concerne pas, et puis il l'a un petit peu cherché aussi. Et comme c'est une généralité, notre rapport à la mort, d'avoir quelqu'un qui a un cancer, ça nous stresse, et puis on a tendance à être dans un discours qui va être très positiviste. Bats-toi, tout va bien, on va trouver un médicament, ça va sortir. Et petit à petit, ça c'est quelque chose qui ressort souvent en thérapie, les patients s'emmurent eux-mêmes dans un faux positivisme. Et c'est souvent une chose qu'ils me disent, c'est que en thérapie, j'ai pas besoin de me soucier de vous. Alors il y en a qui malheureusement se soucient de nous et n'osent pas forcément parler de leur inquiétude. On parlait tout à l'heure, Alexandre, de la posture aussi de l'oncologue, qui a une position décisionnelle, le curatif, palliatif, comment je me présente. Donc on voit que de pouvoir exprimer comment on se sent, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. J'avais une patiente qui sentait à quel point ça l'envahissait. Parfois, elle rigolait, elle discutait avec son mari, puis elle avait un téléphone, puis quelqu'un qui lui disait à l'inverse, oh mais ma pauvre, c'est horrible ce qui t'arrive, puis paf, ça lui mettait dans une ambiance. Elle faisait des invitations chez elle, ça distillait pendant tout le repas. Elle avait établi ce qu'elle appelait le quart d'heure cancer, quelque chose qui durait d'1 minute à 10 minutes. En fait, on parlait du cancer tout au début, puis après on n'en parlait plus. Et ça, c'est joli parce que c'est une attitude créatrice aussi. Ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est intéressant, ces petits exemples, de les mentionner parfois à vos patients, et puis ils le prennent ou ils ne le prennent pas. C'est biodégradable. Parfois, le cancer, il est traitable et traité. C'est ce qu'on appelait au siècle passé la guérison.
terme qui a un petit peu disparu actuellement pour des raisons qu'on connaît. Et puis, c'est intéressant de voir parce que, en tant que psychothérapeute installé, les personnes qui viennent sont souvent des personnes qui sont au bout de chaîne de traitement. C'est-à-dire que quand on est pris par l'activisme, la chirurgie, la chimiothérapie, il y a beaucoup d'actuels, on se bat, on a un petit peu la tête dans le guidon. Puis une fois que ceci est un petit peu posé, on fait un petit peu l'état de la situation. Et puis on peut se rendre compte, par exemple, que il y a des choses qui sont un peu bizarres, qu'on n'a pas remarquées, il y a une quête de sens. Et je prends un petit peu l'analogie à une promenade en montagne où vous marchez et tout d'un coup vous entendez un gros bruit, puis derrière vous, il y a un immense rocher qui est tombé sur le chemin. Vous n'avez rien, rien du tout. Mais vous savez que si vous vous étiez arrêté pour boire, vous avez fait vos lacets, vous seriez sous le rocher. Donc il y a quelque chose qui vient ébranler une certitude d'invulnérabilité avec laquelle on fonctionne, qui est importante. Dans les études, on sait que les personnes qui ont eu un cancer et qui s'en sont sorties n'ont pas plus de dépression, d'anxiété que la moyenne générale. Par contre, ces personnes ont un sentiment de vulnérabilité qui est plus élevé et puis une capacité à percevoir les choses de manière plus profonde, positivement comme négativement. Il y a moins de superficialité dans l'existence, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui marque de manière inaliénable. Vous connaissez tous les stades de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Alors, il faut voir que c'était une percée assez phénoménale dans les années 80, 90 et suivantes par rapport aux soins palliatifs, par rapport à offrir l'opportunité de parler de cela. Donc, les stades de surprise, de négociation, de marchandage, de colère, de dépression. Mais c'est un modèle qu'on peut un petit peu critiquer parce qu'il a une tendance à trop vouloir mettre l'accent sur le stade de l'acceptation finale. Donc en fait, le patient qui est dans cette dynamique, en fait, il est en paix avec sa maladie, avec son destin, il accepte de mourir, de partir, et puis c'est calme. Alors ça, c'est vrai que c'est un stade qui est plutôt agréable pour les soignants et pour la famille. Parce que, effectivement, il n'y a pas cela. Mais elle-même, Elisabeth Kubler-Ross, qui a eu plusieurs AVC, qui a voulu bénéficier de l'euthanasie, qui n'était pas possible aux États-Unis où elle était, je ne crois pas en Suisse quand elle est venue ici, elle était clairement dans un stade de colère. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que moi, j'ai été marqué par le décès en fait, d'une jeune mère qui clairement était aussi en stade de colère, qui avait ses enfants, la famille, puis pour avoir suivi aussi quelque temps la famille après coup, ça faisait sens. C'est-à-dire que cette jeune maman qui aurait été dans une situation de calme, d'acceptation finale quant à mourir, laissant des enfants, laissant des gens, ne voulant pas, ça aurait donné quelque chose qui était tout à fait faux. Et en fait, cette énergie, je ne veux pas mourir, dans son cas de figure, elle avait sa place. Ensuite, angoisse de mort, merci. Chut. C'est bien si vous avez pensé à autre chose. Aussi. Alors, l'angoisse de mort, c'est vraiment quelque chose qu'on a de la peine à voir, à accepter. Nous n'aimons pas nous considérer comme mortels. Et on vit un petit peu dans une société qui a tendance à considérer que la mort est quelque chose d'accidentel. On s'insurge sur le fait de mourir. C'est quelque chose qui ne va pas, ça ne devrait pas exister. Pourtant, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est vraiment ce qui nous définit. Et d'ailleurs, le synonyme parfait d'un être vivant, c'est quoi? C'est? Il naît, il meurt. Il naît, il meurt, certes, mais un être vivant, c'est quoi son synonyme parfait? Comment? Mortel. Mourant, exactement. Un être vivant est un être mourant. Nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de mourir. C'est pour ça qu'il faut un peu lutter contre la conception qu'en fait nous naîtrions, nous serions en bonne santé jusqu'à avoir une maladie que nous traitons de la curatelle, ça ne marche plus, on passe dans le palliatif, et là, vers la fin du palliatif, on commence à devenir mourant, et puis après, on meurt. En fait, nous sommes constamment en train de vivre et de mourir de manière synchrone. Dans la romantique, il y avait cette expression qui prenait tout son sens, c'était mors certa, hora incerta. La mort est une certitude, seule l'heure est incertaine. Et c'est vrai que ce rapport à la mort qui fait irruption, il a quelque chose d'obscène. Hein, c'est vraiment au sens étymologique, c'est sur la scène, il y a la mort qui est là, et puis c'est dans l'ambiance. Qu'on en parle ou pas, il y a un éléphant dans la pièce.
Et c'est vrai que vous avez peut-être des patients qui vous disent, mais je n'en finis pas de mourir aussi dans ces traitements qui sont là. Et d'ailleurs, vous qui êtes là, en tant que soignant, vous avez une angoisse de mort qui est supérieure à la moyenne. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, particulièrement chez les médecins, l'angoisse de mort est supérieure. Et en fait, de revêtir notre blouse blanche, c'est quelque chose qui, un petit peu artificiellement, nous met du bon côté de la blouse, quelque chose qui nous protège. C'est pour ça qu'on aime bien dire que la fausse étymologie de soignant, c'est soi-niant, hein, qui se nie soi-même parce qu'on s'occupe des autres. Ensuite, une étude que je trouve fondamentale, j'en ai une copie si ça intéresse quelqu'un ici de la lire, c'était sur la question de l'empathie. C'est une étude du BMJ qui date de 1990 et il y a un design tout simple. On a décrit en fait une situation avec une personne qui avait une tumeur solide, côlon ou poumon, et qui, en fait, à qui on proposait un traitement classique de chimiothérapie hospitalière, 3 à 5 jours d'hospitalisation, c'était la norme à l'époque, avec de la fatigue, perte de cheveux, perte de libido, vomissement qui était présent. On leur a posé la question à du tout venant, c'est la deuxième catégorie contrôle, quel était le taux minimum de succès, de chance de guérison ce traitement devait avoir pour qu'ils disent j'y vais. Donc s'il n'y a pas ce taux, les gens disaient ok, moi je ne le fais pas. Qu'est-ce que vous pensez que les gens disent? Les gens dans la rue. Imaginez que vous avez un cancer du côlon, le traitement c'est cette chimiothérapie pendant 6 mois. Quel est le taux minimum d'efficacité qu'on doit vous garantir pour que vous dites j'y vais? Qu'est-ce que vous pensez? Exactement. C'est 50% aussi. C'est-à-dire que le Kidam, il dit 50%. Maintenant, le Kidam qui se trouve dans la situation qui n'en est plus un, mais qui est en fait un patient avec une tumeur du côlon ou du poumon, combien est-ce qu'il dit? 20%? 30? 5? Qui a dit 5? 1%. 1%. 50% pour les contrôles. Les médecins traitants, c'est intéressant, 25%. Catégorie très importante et très intéressante, les infirmières en oncologie. Combien? Bravo, 50%. Et ça, c'est important de le voir parce que c'est vrai que le rapport au traitement, les oncologues 10%. Voyez. Donc même les oncologues sont très loin de ce que le patient se souhaite. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et les infirmiers en oncologie, l'hypothèse aussi qui est donnée, c'est qu'il y a vraiment le soin au patient, l'administration de la chimiothérapie. Est-ce que ça implique de voir aussi des effets négatifs survenir? Et c'est clair que le rapport au traitement va être tout à fait différent. Je vous passe rapidement, parce que ça c'est équivalent, c'était la prolongation de survie pour ceux accepter de se lancer dans le traitement. Donc on voit que les contrôles sont à 5 fois plus que les patients. Et puis pour la baisse des symptômes aussi, qu'est-ce qu'il fallait qu'on propose? Et ça c'est très important parce que s'il y a un message que je pense qu'il serait intéressant de retenir de cette présentation, c'est qu'en fait l'empathie, c'est un concept qui est d'une malhonnêteté intellectuelle. C'est dangereux, la notion d'empathie. Parce que typiquement l'empathie, on dit je suis empathique ou je ne le suis pas, ou j'ai de l'empathie ou je n'en ai pas. C'est pas quelque chose de transitoire. Et c'est vraiment comme une sorte de badge qu'on a. Je suis empathique, trust me, I'm a doctor. Et puis, en fait, je comprends l'autre. Moi, j'ai le postulat que le jour où j'aurai l'impression de comprendre mon premier patient, il faut vite que j'arrête de travailler.
Parce qu'en fait, si j'ai l'idée que je comprends, il y a quelque chose de totalitaire sur la compréhension de l'autre, et je vais être dans une dynamique qui est que je vais cesser d'être surpris, je vais avoir un script, j'ai l'impression que je l'ai décodé, que je sais ce qu'il va faire. Et pour vous dire, le plus important, c'est en fait de savoir que l'on ne sait pas. Et ça va être quelque chose aussi d'assez important pour la suite qu'on va discuter. Et de vous dire une chose, c'est que empathie, une affaire de psychopathe, c'est pas pour rien que j'écris ça. Parce qu'en fait, les psychopathes sont des personnes très empathiques. Alors ça va à l'encontre de la définition officielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'empathie, c'est un truc un peu un oxymore. C'est se mettre à la place de l'autre sans lui prendre la place, c'est une bonne distance qui n'éloigne pas. Ce sont tous des oxymores de compréhension. Et en fait, le psychopathe arrive très bien à sentir l'autre, à l'instrumentaliser. Donc en fait, il arrive très bien à se dire que si je fais ça, il va se sentir mal et je peux en tirer quelque chose. Donc le psychopathe est très fort pour se mettre à la place de l'autre. Voilà. Vous êtes informé. Moi, il y a une autre métaphore que j'aime bien employer avec les patients, c'est que je leur dis, si on travaille ensemble, moi, je vais être un petit peu comme un guide de montagne avec vous dans un endroit que je ne connais pas. J'ai des techniques pour passer des passages difficiles, je ne vais pas pouvoir vous porter sur mon dos, je vais être avec vous, puis on va aller. Mais je ne sais pas où on va. Et ça, c'est vraiment important qu'on doit vraiment faire un travail, parce qu'on a tellement de projections de qu'est-ce qu'on considérait comme juste, que ce qu'il faudrait faire, pas faire. Et là, on va voir que dans les questions, notamment par rapport à la mort, par rapport aux enfants, il y a beaucoup de cela qui se met à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous été enfants. On a tous vécu dans une famille, on est en couple, on n'est pas en couple, on a des idées par rapport à cela, ça va nous toucher beaucoup plus que quelque chose qui nous est très éloigné. Quelques mots sur des classifications concernant les étiologies du cancer d'un point de vue psychique. Alors, on peut faire un peu des catégories, on peut parler des causes internes qui relèvent de la responsabilité de l'individu. Une de ces causes, c'est la génétique. Donc en fait, d'avoir un petit peu sur le modèle de la Corée de Huntington ou le BRCA, on a ce risque qui est là. Comment est-ce qu'on fait? La Corée de Huntington, c'est un bon exemple parce qu'on avait testé tout le monde, puis on pouvait dire, toi, tu vas mourir à 50 ans de démence, toi pas, ton frère pas, les choses. Et ça fait complètement perturber la dynamique. Et puis, c'est extrêmement compliqué de vivre avec cela. C'est aussi un rapport aux ancêtres. Ma grand-mère, ma mère, mon père qui m'ont légué cela. Une responsabilité pour les générations en dessous qui est aussi compliquée. Il y a toute la question des comportements à risque. Donc ça, c'est la culpabilité, hein, le fait d'avoir fumé, d'avoir eu des prises de risque, des dynamiques d'exposition. Mais ça, d'un point de vue psychologique, c'est intéressant parce que ça redonne un peu de pouvoir, de contrôle. Donc typiquement, les patients alcoolotabagiques gèrent mieux leur cancer d'un point de vue psychique, enfin mieux, de manière moins bruyante et visible pour l'extérieur, que les personnes qui ont fait tout juste. Quand on a en fait cette responsabilité sur nos comportements à risque, il y a quand même l'idée de pouvoir parfois, à un niveau inconscient, vivre le cancer comme une sorte de punition, de justice, et que en fait c'est une opportunité d'expier cette faute. Et ça, c'est des choses dans lesquelles il est aussi assez important de pouvoir parfois mettre des mots dessus. Le grand thème de la psychogénétique, donc ça, je vais le développer un peu plus en détail dans un moment, c'est toute la question des causes vraiment psychiques, de comment on fonctionne, des traits de caractère, des états émotionnels par rapport au développement du cancer. Il y a les causes externes, la responsabilité de l'autre, donc il y a autant des facteurs environnementaux, hein, la pollution, produits chimiques, rayons X, etc. L'autre proche, hein, la question de la prédisposition génétique. Il y a l'autre, dans l'autre proche, on peut ajouter aussi le conjoint, le cancer de l'utérus lié à ses infidélités, le fait qu'il fume devant nous, le voisin qui nous jette un sort ou l'environnement toxique du travail, le médecin traitant qui n'aurait pas su entendre une plainte ou qui aurait laissé traîner les choses, l'autre lointain, ça c'est plus une question de la classe politique, l'industrie, les intérêts pharmaceutiques. Il y a l'autre surnaturel. Donc là, les entités telles que Dieu, le diable, qui fait une sorte qui nous rappellerait au droit chemin. Et c'est aussi intéressant de voir que la notion de punition divine est beaucoup plus associée au cancer que pour une maladie cardiaque. Donc il y a vraiment quelque chose qui touche de manière beaucoup plus forte. Et c'est vrai que le cancer, de se dire aussi, c'est quelque chose qui a
aussi un paradoxe, parce que c'est quelque chose qui potentiellement nous tue, mais c'est quelque chose d'immortel. Hein, dans ce rapport aussi à notre existence de mort, notre cancer va presque nous survivre de ces cellules désordonnées qui ne cessent de se multiplier, qui sont pleines de vie. Donc c'est vrai que c'est un rapport très complexe avec le cancer. Quand il y a ces entités, c'est en fait comment est-ce qu'on peut guérir ou se lancer dans un traitement si on a des conceptions comme ça qui ne sont pas traitées? Parce que si, on va en parler plus tard, c'est que si j'ai fait un cancer du sein parce que j'ai pas eu d'enfant, ou alors j'ai eu un enfant que je voulais pas, faire le traitement quand on a quand même ce vécu, cette lecture psychologisante de son cancer, ça va bugger. On va y revenir par la suite. La question de la psychogenèse du cancer, alors là, il faut, je ne sais pas si vous savez le lien qu'il y a entre la tuberculose, la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme, la rectocolite ulcéro-hémorragique et l'ulcère gastrique. Quel est le lien commun? Je sais que tu sais. Ah si, si. Le lien commun, c'est que ce sont toutes des maladies pour lesquelles, à la base, on avait évoqué une origine exclusivement attribuée à la personnalité, aux traits de caractère et au stress. Hein? Polyarthrite rhumatoïde, tuberculose, dont on disait que c'était un excès d'émotion, rectocolite ulcérante, asthme, ulcère gastrique et des maladies dermatologiques. Donc juste, c'est intéressant pour remettre les choses. Il y a un peu le joker psychosomatique que les patients activent aussi volontiers, aussi, hein, notamment dans le cas du cancer. Donc, par rapport à la psychogenèse du cancer, ce sont toutes les questions des influences, des constellations psychologiques, des traits de personnalité, des maladies psychiatriques qui favorisent ou non l'incidence du cancer ou de sa rechute. Les choses ont un petit peu commencé en 1966 avec Le Chan, qui était un psychologue qui a en fait déterminé que les femmes qui avaient vécu en fait une rupture émotionnelle, un choc émotionnel les 6 à 36 mois avant leur diagnostic de leur cancer, faisaient plus de cancer. Alors évidemment, c'était un grand bruit. Et puis, pour avoir discuté avec des gens qui ont connu cette époque, des psychologues de l'ancienne génération, ils se sont dit que c'était un peu jackpot. Parce que c'était une manière de valoriser le travail, la psychothérapie, avait un côté préventif. Donc c'était vraiment très important. Mais si on regarde cette étude, c'est intéressant dans l'histoire des sciences, c'était quelqu'un qui ne voyait que des femmes avec des cancers du sein dans des situations de groupe ou de suivi psychanalytique individuel, et puis aller demander même à quelqu'un, quand vous sortirez, ou peut-être pas, que vous croisez dans la rue, si dans les 6 à 24 derniers mois, cette personne a vécu un choc émotionnel. Je vous mets au défi de trouver plus que 10% des gens qui vous diront non. Donc, ce n'était pas une très bonne étude. Donc, après, on a fait les études randomisées, prospectives, des grands registres de population. Et ce qui ressort, c'est que les personnes qui ont été maltraitées dans l'enfance, qui ont tendance à garder les émotions au fond d'eux, qui ont des parents qui se sont divorcés, qui ont eu des diminutions de leur niveau socio-économique, font tout autant de cancers que les gens qui n'ont pas eu d'enfance malheureuse, si on pourrait résumer les choses comme ça, ou traumatisme, si on ajuste pour la variable tabac et alcool. Et ça, c'est extrêmement important parce que oui, la maltraitance des choses nous expose à plus de facteurs de risque, mais si on l'élimine, il n'y a pas de différence. Donc c'est intéressant de voir les facteurs directs et indirects qui sont liés à ça. C'est évidemment compliqué toutes les implications. Alors c'est important aussi de savoir que la dépression n'augmente pas le risque de récidive du cancer en tant que tel. Si on est déprimé au point qu'on refuse les traitements ou qu'on ne sort plus chez soi, qu'on ne fait plus de sport et qu'on fume plus, on boit plus, clairement il y a un risque accru de rechute. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Et je paraphraserai un de mes chanteurs préférés, Hubert Félix-Thieffen, qui parlait de l'autorisation de délirer. On a l'autorisation de déprimer quand on a un cancer. C'est possible, parce qu'il y a vraiment cette idée, il faut se battre. Hein. Il y a eu des oncologues, Simonton, qui parlaient à quel point vaincre le cancer, c'était une affaire psychologique et il fallait imaginer nos cellules qui luttaient contre le cancer. Vas-y, bats-toi, on voit les choses. Les patients adorent, parce que ça leur redonne en fait du pouvoir dans une dynamique où ils en perdent tellement. Ce côté passif, subir le traitement qui fait des effets, même chose pour tout l'attrait pour les médecines complémentaires et alternatives, ça redonne du pouvoir. Donc, quand on parle de la psychogenèse du cancer, c'est à la fois déculpabilisant et angoissant. Parce qu'en fait, il faut être conscient que quand on les déculpabilise, on enlève un peu de cette illusion de responsabilité, donc de contrôle. Euh, il faut avoir ça à l'esprit. Et puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que
cette étiologie, est-ce qu'elle est subjective ou objective? En fait, elle est les deux. Parce que, comme moi, vous avez eu des patients qui vous ont dit j'ai fait un cancer du sein gauche parce que c'était un problème avec ma mère. Ou alors le père, ou alors le droit. Il y a les lectures comme ça. Il y a un livre comme ça qui est certainement écrit avec beaucoup de bonne volonté, mais c'est n'importe quoi affligeant. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est une sorte d'atlas. Et puis, vous pouvez mélanger ça avec votre signe astrologique potentiellement. Et puis, vous trouverez des choses assez fascinantes. Mais ça marche pas. Ou alors un patient qui estimait que son cancer de la prostate était lié à son homosexualité refoulée. Non, mais oui. C'est ça qui est complexe. C'est qu'on a deux réalités. On a une réalité qui est scientifique, c'est dynamique psychologique. euh, on n'arrive pas à trouver de lien de cause à effet, mais la personne vit avec cette réalité subjective. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose, on doit lui donner de la place. La personne qui pense que son cancer est lié à une homosexualité refoulée, il faut qu'on en fasse quelque chose. Parce que c'est quelque chose qu'il travaille, et puis même si son cancer est traité et qu'il n'a pas donné de la place à ça, on va passer à côté de quelque chose. Les spécificités du cancer du sein et du sein. Alors c'est vrai que le sein n'est pas un organe comme les autres. Il paraît que quand on fait une présentation, il faut toujours donner l'étymologie, ça fait intelligent, alors je m'y mets. Femme vient du latin femina, le participe présent passif, qui est sucer, qui allait. Donc on voit que ça va loin. L'idée de femme est liée au sein. Et si on regarde les mots comme maman, mutter, maika, mother, etc., sont tous ce M en point commun. Les linguistes pensent que c'est lié à l'acte de succion, mama, qui est là. Le sein est aussi un déterminant social, c'est un sujet de comparaison à tout âge, mais on peut penser aussi à l'adolescence, lorsque les seins apparaissent, c'est un sujet de comparaison, de puberté entre les adolescentes, de se remplir le soutien-gorge avec des mouchoirs pour paraître plus avancé dans sa puberté. C'est aussi un organe qui a une sensibilité algique qui est importante, c'est-à-dire que si au foot un ballon est reçu dans la poitrine, vous allez voir que les femmes vont avoir tendance à faire comme ça en voyant cela. Hein, messieurs, la même chose avec nos testicules. Quand on voit quelqu'un qui a un coup de testicule, on a un petit peu, on rentre. Donc il y a une association qui est liée par rapport à ça, qui nous touche, évidemment. Et puis le symbole, c'est évidemment un symbole qui est hautement féminin et sexuel, mais également maternel. Et je trouve intéressant de pouvoir considérer que les seins sont une sorte d'intimité visible. Hein, c'est un organe qui est perçu, qui a une silhouette qui existe dans l'appréhension de quelqu'un. Et c'est vrai que tous les traitements, toutes les reconstructions qui vont affecter cela vont être aussi dans cette sphère du visible, invisible. Quelques considérations, et je remercie Alexandre de me corriger si je dis trop de bêtises, par rapport à cette émergence du cancer du sein chez les jeunes femmes. Alors, il y a des questions aussi environnementales, parce que sauf erreur, le fait que les règles sont de plus en plus précoces, ça fait aussi une exposition estrogénique qui est plus importante. Il y a les questions de contraception, il y a le fait que l'âge de la première grossesse est repoussé, donc il y a toute cette dynamique d'exposition aux règles et puis d'œstrogènes, et sauf erreur, la grossesse et l'allaitement a un effet un petit peu aidant par rapport à élaguer des cellules qui sont là. Il y a les questions des polluants environnementaux, les plastiques, qui ont l'air de toujours abaisser cet âge de survenue, qui fait que ça fait une maladie qui est aussi civilisationnelle et sociétale, personnelle, mais aussi en lien avec la société. Il y a le poids de la génétique dans les générations antérieures et futures. Et puis, il y a un exemple aussi que je trouve particulièrement dramatique, c'est qu'avec la baisse de fertilité, il y a de plus en plus recours aux stimulations hormonales. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plusieurs situations où ça fait sortir ou apparaître, je ne sais pas, la dynamique, un cancer du sein. Et ça, c'est un tel télescopage entre créer de la vie et se retrouver avec un cancer, avec ces dynamiques aussi de responsabilité, de questionnement qui se jouent, qui font des charges psychiques assez importantes. Je vous parlais de la question de quand on fait tout bien et ça va mal. C'est vrai que le cancer du sein, ça touche les femmes, c'est une évidence. Les femmes ont généralement une tendance à plus prendre soin d'elles que les alcoolotabagiques dont je parlais de manière caricaturale tout à l'heure. Et c'est vrai que
c'est pas facile de donner du sens. Moi, en cabinet, par rapport au cancer du sein, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui viennent en fin de traitement, juste après l'hormonothérapie, dont je vais parler aussi un petit peu, parce que ça, c'est pas anodin du tout. Mais c'est vrai qu'à ce rapport, vous le voyez en travaillant en oncologie, les femmes qui ont un cancer du sein, c'est un petit peu une situation à part aussi. C'est pas un cancer de l'oréal, ça c'est sûr. Oui. Ou du poumon, ou des intestins. euh. Les représentations des traitements dans le cadre du cancer du sein, elles sont aussi assez spécifiques, je trouve. Je vous dis un petit peu des généralités, mais par exemple, dans la séquence, la chirurgie, c'est pas évident la chirurgie, mais c'est assez bien accepté. Parce que la chirurgie, elle a cet avantage de rétablir la notion entre soi et non-soi. On va enlever une partie, parce que le cancer, c'est comme du soi qui devient éternel et qui nous attaque. Donc la chirurgie, de pouvoir mettre à distance le cancer, c'est plutôt bien accepté. Il y a le cas particulier des chirurgies néoadjuvantes, des chimiothérapies néoadjuvantes, où ça, c'est pas évident, il y a quand même plus d'angoisse. Hein. Les femmes qui ont des chimiothérapies néoadjuvantes sont plus angoissées globalement. Les représentations de la chimiothérapie, c'est intéressant de se dire que, en gros, vos patients, ils ont une génération de retard par rapport à ce qu'est une chimiothérapie. C'est comme les gens qui disent l'hôpital de Bel Air pour la clinique de Bellidé. On a des représentations. Donc en fait, globalement, les personnes se représentent une chimiothérapie d'il y a 25 ans. Donc il y a une surreprésentation aussi des nausées, des vomissements, de l'avitement à l'hôpital. Et bravo à vous parce que c'est clairement moins le cas actuellement. La radiothérapie aussi qui a beaucoup changé. C'est vrai qu'il y a 20, 30, 40 ans, il y avait quelque chose de plus de mal contre le mal. On utilise un poison contre un poison. Là, je trouve que les représentations sont beaucoup plus techniques. On a un rapport à la technique qui est moins présent euh, comme dynamique. Une particularité de la radiothérapie, c'est que c'est un traitement qui est tous les jours, du lundi au vendredi, sur 30 jours. Et ça induit un phénomène régressif. De la même manière que lorsqu'on fait des psychanalyses et qu'on voit les patients 4 fois par semaine, c'est pour baisser les défenses et ça entraîne une régression chez les patients. Et là, les patients, ils deviennent très dépendants. Parfois, il y a un côté un peu gros bébé que les radiothérapeutes peuvent dire, hein, j'ai mal là, les choses comme ça. C'est le processus qui peut aussi entretenir cela. Et puis, il faut penser au sevrage à la fin de la radiothérapie relationnelle. L'immunothérapie, avant, il y avait un peu un côté guerre chirurgicale, frappe, vaccin contre le cancer. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus proche de la chimiothérapie. Il y a moins ces différences qu'avant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, il y a l'hormonothérapie. Alors là, c'est un an, je trouve les représentations par rapport au cancer du sein, les femmes sont souvent avec une idée un peu de pilule contraceptive. Puis, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un traitement qui est souvent le plus mal vécu. C'est un traitement ménopausant. Je crois que vous aviez la doctoresse Fertani qui en a parlé la semaine passée. C'est un traitement qui est anti-féminin, qui a une tolérance difficile et qui est super long aussi. Et puis c'est une tolérance et des symptômes aussi qui sont un petit peu bâtards, de crampes, de douleurs articulaires. Ça, c'est vraiment un traitement qui est sous-estimé dans l'impact que ça a par rapport aux autres. Et notre responsabilité, c'est qu'on utilise un mauvais nom, hein, une hormonothérapie. Et en fait, c'est un traitement C'est vrai, anti-hormonal. c'est vrai, c'est juste. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on puisse changer. Hein, mais Oui, je suis le premier à dire une hormonothérapie. oui. On ne la trouve pas. Ben, c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche des traitements identiques chez les hommes pour le cancer de la prostate, avec ces formes de castration chimique qui sont présentes. La question de la sexualité, donc la sexualité, pulsion de vie de reproduction, ben c'est les deux. Euh, Je ne vous cacherai pas que j'ai peut-être un biais de sélection parce que les gens qui vont mal vont venir chez moi, puis que les gens qui vont bien viennent peut-être moins en consultation. Mais clairement, la sexualité diminue à l'annonce d'un cancer, les traitements, il y a beaucoup de choses directes et indirectes. Il y a des cas décrits, mais je suspecte que les gens, quand on parle, se saisissent un peu du papillon pour le montant des bases, parce qu'il y a ce côté éros et thanatos, une excitation qui serait associée dans le couple ou des choses. Mais moi, c'est pas ce que je constate chez les personnes qui ont un cancer. C'est vrai que ça rend aussi les choses compliquées parce que la procréation, ça devient tout d'un coup un facteur de risque par rapport à une récidive. Et ça, c'est une dialectique vie-mort qui, du coup, est très complexe. Il faut aussi voir que la sexualité baisse de manière globale. Les gens font moins l'amour de nos jours. Il y a beaucoup plus de réseaux sociaux, d'interactions, d'échanges, et puis de ce rapport d'exposition à l'autre qui baisse de manière générale. Et puis, par rapport aux enfants, même sans la question du cancer,
Maintenant, on a beaucoup plus des gens pour lesquels avoir un enfant, c'est pas un automatisme, comme c'était le cas il y a 20 ans. C'est que les gens se disent, mais est-ce que pour mon épanouissement personnel, la crise climatique, des questions essentielles, il y a aussi beaucoup plus de réflexion par rapport au fait de procréer. La sexualité, une question d'hormones, bah, quand même pas mal aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Je peux que encourager de parler, par exemple, des gels de massage et lubrifiants, ceux qui font les deux. Parce que quand on dit un lubrifiant à base d'eau, hein, pas les questions hormonales qui seraient peut-être très pratiques localement, mais je pense que ça se fait pas trop. Euh, les lubrifiants, parler avec certaines personnes, je dirais la majorité, il y a un peu l'idée, c'est un truc de pervers, de sextoy aussi, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Ça vaut la peine d'en parler. Puis typiquement, ces lubrifiants qui sont à la fois massage et lubrifiants, c'est extrêmement intéressant aussi pour travailler le rapport au corps. Parce que c'est clair que le schéma corporel, il est fortement impacté par un cancer du sein. Euh, on peut penser symboliquement, comme on en a parlé, mais aussi physiquement. Si on prend par exemple la question des lambeaux de reconstruction, on a une discontinuité de contact. C'est-à-dire que si on balaye son corps, tout d'un coup, c'est une autre zone du cerveau qui est stimulée, puis ça hop, hop, et ça saute. Donc c'est vrai que c'est désagréable comme dynamique, et le corps peut être vécu comme même une cicatrice, hein, ou les prothèses aussi, ça peut être vécu comme une sorte de rejet, de corps étranger, qu'il l'est à juste titre, et puis de toucher, c'est compliqué. Donc c'est vrai que comment on met de la crème aussi pour les cicatrices, combien de femmes disent c'est comme ça, j'applique un traitement, s'il est possible de mettre un petit peu de douceur là-dedans, d'encourager, de réintégrer ce schéma corporel, c'est évidemment bienvenu. Ensuite, je ne le dirai pas aux patients, mais personnellement, je trouve très admirable les personnes qui se déplacent sans perruque ou alors qui sont à l'aise avec une mastectomie à la piscine, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut en fait encourager chez quelqu'un. Il faut vraiment sentir qu'est-ce qui correspond à la personne, parce que là, par exemple, je vous dis quelque chose que je trouve bien dans une dynamique de déstigmatisation, d'être à l'aise, mais il faut vraiment respecter le rythme. Ensuite, par rapport à la sexualité, est-ce qu'il est acceptable d'être désiré par son partenaire ou sa partenaire si on a de la peine à accepter son propre corps? C'est pas évident cette dynamique-là. Donc c'est vrai que d'en parler, ça aide. Ça vaut la peine d'aider à élargir un peu les pratiques sexuelles, déculpabiliser la masturbation, on parlera plutôt de plaisir personnel, la masturbation a un côté très moral encore qui colle au terme. Réapprendre le temps lent de la sexualité, ou l'apprendre, et puis tolérer, voire encourager la nullité sexuelle, que c'est pas terrible, que c'est beau, que ce sont des choses qui font partie. Il est évident que vous, en tant que soignant, lorsque vous parlez avec simplicité de la sexualité, vous avez 10 fois plus d'impact que nous, de le poser comme ça. Mais, sauf si on est à l'aise avec le sujet, il vaut mieux rester général pour parler de sexualité. Parce que d'aller dans des détails où on n'est pas forcément clair, où c'est des choses, ça va très vite se sentir. Et il vaut mieux mentionner que la sexualité fait partie de la vie, mais que ce n'est pas une obligation, qu'elle n'augmente pas le risque de cancer et qu'elle n'empêche pas les traitements de fonctionner. Ça, c'est parfois une crainte aussi, que d'avoir comme ça une stimulation hormonale liée à l'orgasme augmenterait le cancer. Donc c'est vrai que de pouvoir le poser comme ça, pas de souci, vous pouvez, mais si vous ne voulez pas, c'est OK. Là, ça a un énorme effet. Aller voir un sexologue, c'est clairement une démarche qu'il convient de faire en couple. Et puis, quand ça se produit, c'est un excellent signe parce que ça va vraiment poser les choses. Ça, c'est de la créativité. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais pour ça, ça vaut la peine que vous ayez des noms de sexologues. D'abord, par exemple, comme à Otium, où il y a une consultation de sexologie, c'est très bien, on connaît les gens. Et puis, n'hésitez pas à donner des exemples un peu vagues de patients, patientes qui ont bénéficié d'un suivi et pour lesquels ça a été bénéfique. Parce qu'il y a quand même cette idée que c'est un truc un peu pour les gens qui ont des paraphilies, les sexologues. Et c'est évidemment pas le cas. Sur la question des enfants. Alors, la planification d'une grossesse, d'avoir des enfants, c'est hyper dur, c'est hyper compliqué et c'est extrêmement singulier comme situation et c'est compliqué de dire des généralités.
Il faut être super prudent parce que c'est un sujet qui nous touche profondément, avec lequel on a des potentialités projectives de nos propres angoisses et de nos dénis qui sont massives. Donner le temps, poser. Je dois dire que la possibilité de congeler les ovocytes est une manière assez bénéfique de pouvoir décider de ne pas décider. C'est quelque chose qui aide par rapport à cela, parce que c'est clair qu'il faut se dire que même sans cancer, même sans épée de Damoclès sur la tête, faire des enfants, prendre la décision, c'est stressant. Est-ce qu'on va être là? Est-ce qu'on va passer sous un bus ou pas? Mais tout ça, c'est amplifié par la question du cancer, par rapport à cette incertitude du lendemain. Et c'est vrai que quand on n'a pas d'enfant, le cancer prend toute la place. Il y a 6-12 mois, on est à fond dans les traitements. Puis après, il y a quand même un certain nombre d'années de contrôle. On a besoin un petit peu de mettre de l'eau sous les ponts, de voir que ça se calme pour lancer les choses. Je vous dirais que si vous avez quelqu'un qui est dans une forme que vous percevez comme une sorte de déni concernant la réalité, de sa réalité, et puis l'envie absolue de faire un enfant, c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut empêcher, on ne peut pas contrôler les naissances des gens, mais c'est une bonne indication d'en parler avec un psychothérapeute. Qu'est-ce qui se joue? Parce qu'il peut y avoir une idée de survivre par l'enfant à quelque chose, et c'est vrai que l'enfant, il se retrouve avec un poids de vie qui est massif. Être mère avec un cancer du sein, bah, déjà être femme, être mère, c'est pas facile parce que comme une répartition assez inégale des charges au domicile, et ça, c'est vrai qu'avec le cancer, ça augmente massivement. Le cancer, ça fatigue, ça fait un retrait social, ça génère de la précarité, ça fait des changements physiques qui sont importants. Là aussi, créativité. Moi, j'ai une patiente, c'est son fils qui lui a rasé les cheveux sur du AC/DC dans la cuisine parce que ça leur parlait. Mais vous imaginez bien que la passion que vous avez vue hier, je sais que si vous l'imaginez qu'elle rasait ses cheveux sur AC/DC dans la cuisine, ça serait pas ça. Donc c'est pas une recette universelle, mais c'est joli de voir qu'il y a cette créativité. Moi j'aime bien dire, il vaut mieux souvent une imperfection vivante et des erreurs qu'on peut discuter plutôt que de la perfection stérile en coulisses. Et ça c'est important avec les enfants de sentir la dynamique. Il faut aussi une situation où quand on a le partenaire qui fait tout bien, qui gère tout, ça peut aussi renvoyer à l'épouse qu'elle n'est plus nécessaire, qu'elle est remplaçable, superflue. Donc parfois, il ne faut pas tout faire bien aussi. C'est aussi des choses à sentir. Et puis, c'est long une prise en charge d'un cancer, surtout quand l'évolution est pas favorable. Et il peut y avoir une forme de lassitude et même des idées culpabilisantes que ça en finisse. On n'en peut plus. Maman ne meurt jamais aussi. Et c'est très culpabilisant, ce genre de pensée. Elles font partie de ce qu'on a à l'esprit aussi, à un niveau. C'est évidemment pas ce qui est dominant habituellement, mais de savoir qu'on a aussi cela en nous. Comment parler du cancer aux enfants? Eh ben, là, je vous dirais, c'est un peu l'analogie de la théorie de la sexuelle, de comment on fait des bébés. Comment est-ce qu'on parle de comment on fait des bébés à un enfant? Eh ben, ça va dépendre de son âge. Donc, on va adapter le vocabulaire et surtout, on ne dit pas des mensonges aux enfants. Les choux, les cigognes, s'il y en a certains qui y croient encore, non, c'est pas comme ça aussi. Donc, on adapte le vocabulaire. Ça, on n'a pas l'habitude de le faire par rapport au cancer. Se faire aider par un thérapeute, ou alors il y a la Ligue contre le cancer qui a établi un guide de tous les livres qui parlent en fait du cancer selon les âges. Ce sont des sources assez utiles pour pouvoir avoir un petit peu des idées en fonction de l'âge. Ne mentez jamais à un enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, il ne faut pas mentir. Et si un enfant pose une question, c'est qu'il est prêt à entendre la réponse. Un enfant ne posera jamais une question quand il n'est pas prêt à entendre la réponse. Il y a le syndrome du Père Noël. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple qui est important, c'est qu'on dit aux enfants, ah, le Père Noël t'amène des cadeaux, des choses comme ça. Puis il y a forcément un moment où il va se rendre compte que c'est pas vrai. Ça peut être jusqu'à 12 ans. Hein. Tout d'un coup, on discute les choses. Puis là, il faut voir le côté, comme dans le film Fight Club ou le sixième sens, je crois, où à la fin, on apprend un événement, puis ça nous fait revoir tout le film. Je me dis, mais si mes parents m'ont menti sur un truc comme ça, sur quoi d'autre ils m'ont menti aussi? Donc c'est vrai. Pas de mensonge, il n'y a pas besoin de tout dire et on ajuste à l'âge de l'enfant. Mourir quand on a des enfants, eh bien là, c'est clair que c'est un choc au niveau du réseau, de l'organisation. C'est important qu'il y ait le réseau. C'est quand même pas trop souvent les soignants qui s'occupent de cette période de l'après-coup. C'est pas évident, et notamment pour les adolescents survivants, les soignants
peuvent assez facilement être pris comme responsables de la mort, de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir assez bien soigné. Donc il y a quelque chose, le réseau va se faire, il y a quelque chose, mais c'est quand même souvent quelque chose sur lesquels, en tant que soignant, on passe un petit peu la main. Et c'est vrai que les enfants survivants, ils manquent de repères ou d'alter ego qui ont vécu quelque chose de similaire. Donc il existe des groupes, des associations, mais il faut être quand même attentif qu'il y a des phénomènes de collage, d'identification des parents d'autres enfants qui peuvent faire que on se retrouve là-dedans. Donc c'est bien, mais c'est pas, il ne faut pas forcer et puis inscrire tout de suite les gens pour une année, une fois par semaine avec des groupes comme ça. Exister après la mort, ben ça c'est compliqué comme sujet, hein. Il faut être prudent avec ça parce que vous avez peut-être entendu les gens qui disent mais remarie-toi quand je serai mort, je te donne ma bénédiction, il n'y a pas de problème. Alors ça peut être très altruiste, mais c'est très inquisiteur. C'est aussi une manière d'exister une fois qu'on n'est plus là. De la même manière que vous avez peut-être des patients, patientes qui ont déjà fait toutes les lettres d'anniversaire jusqu'aux 18 ans de leurs enfants, qui ont enregistré des messages vidéo que le mari survivant devra jouer à intervalles. C'est compliqué. Il y a quelque chose à respecter, de voir qu'est-ce qu'il joue, mais c'est une manière de ne pas mourir, de ne pas être en lien avec ça, qu'il faut être conscient. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des sociétés qui peuvent en fait cloner informatiquement la personnalité des personnes. On laisse tellement de place sur les vidéos, les réseaux sociaux. Et pour 2000 $, vous pouvez avoir votre chatbot qui est là, avec des images, des deepfakes de maman qui pourra être là. Et puis bientôt, pour 5000 $, ça sera peut-être un Android qui sera là aussi. Quand adresser aux spécialistes? Alors là, la règle la plus importante, c'est quand vous en ressentez, vous, le besoin. Quand vous sentez qu'il y a un truc, ça passe pas, qu'il y a quelque chose. On va parler après d'une échelle qu'on peut employer, mais le truc qu'on sent pas, cette intuition, je sais pas pourquoi des choses. N'hésitez pas dans la mesure où c'est pas facile de trouver, mais sinon, c'est la bonne vieille échelle hospitalière d'anxiété et de dépression. Je vous en ai fait une version ici. Donc ça, c'est vraiment un classique qui date des années 80. C'est un classique de liaison. L'idée, en fait, je l'ai juste réaménagé pour que ce soit quelque chose qui soit visuellement facile à faire. C'est un auto-questionnaire qui se base sur la dernière semaine. Et puis, l'idée de cela, c'est que vous avez le premier bloc qui correspond à la dépression. Donc, vous voyez dans la petite carte, 0,7 normal, 8 à 10 suggestif d'un trouble dépressif, plus de 11 probable trouble dépressif. On pourrait dire que quand on est dans des niveaux de plus que 11, c'est une bonne indication pour le psychiatre. Le deuxième bloc, c'est sur l'anxiété, qui a la même cotation. Et puis, vous avez deux lignes que j'ai ajoutées qui ne sont pas cotées, mais c'est un peu une opportunité d'exprimer quelque chose. Je prends des médicaments pour me détendre, ou ma maladie rend ma vie difficile. Là, l'idée aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Il y a le haut, vous pouvez mettre votre stempel, le document informatique, Alexandre va l'avoir, modifiez-le comme vous voulez. Moi, je trouve pratique parce qu'en fait, même sans devoir faire le décompte de points, on peut voir que si on a beaucoup de croix du côté gauche, c'est que ça ne va pas fort, puis que si c'est bien sous le côté droite, ça va pas trop mal. C'est quelque chose qu'on peut donner pour la prochaine fois, qu'on peut remplir nous-mêmes à la place du patient en thérapie, ça oriente, et puis ça peut être donné en salle d'attente si les gens veulent le remplir, puis après le donner. Voilà, merci pour votre impressionnante attention.